but de la conférence de ce soir, c'est de donner à voir des initiatives remarquables qui œuvrent sur le champ de l'éducation et de l'égalité des chances et qui facilitent les interconnexions entre les jeunes et le monde de l'entreprise. Déjà, je vais vous dire que je suis ravi d'être là ce soir, je suis ravi de pouvoir vous montrer ces trois initiatives que je côtoie maintenant depuis quelques mois et qui me font briller les yeux à chaque fois que je les vois. Voilà, donc je le dis, je fais mon coming out, viens voir mon taf, Proxité et la maison de l'apprendre. Vous me faites briller les yeux. Et j'espère que ça va vous faire briller les yeux aussi, à vous. Du coup, pour introduire le propos, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on a réfléchi à construire cette conférence, on est parti de deux constats en fait. Quand on est jeune et qu'on a peu de réseau professionnel, notamment du fait souvent d'une famille qui en a peu, l'entreprise peut ressembler à une forteresse imprenable et plusieurs questions vont se poser. Comment on va comprendre ce monde du travail qui n'est guère connecté avec mes enseignements. On a peu l'occasion, qu'on soit au collège, au lycée et même après, d'avoir accès à du lien avec le monde de l'entreprise. Euh, Comment je peux m'orienter? C'est toujours difficile, c'est une question que chacune on s'est posée et qu'on continue parfois à se poser, mais notamment quand on est jeune, bah, c'est une question à tellement d'enjeux voilà, que c'est difficile à se positionner. Et quels sont les métiers auxquels je peux accéder? Ça, c'est vraiment les premières questions qu'on va se poser et auxquelles bah, il y a pas facilement des réponses à apporter, notamment dans le monde de l'école. Et parallèlement, ça peut être le monde de l'école qui peut sembler complexe et impénétrable du point de vue des entreprises. Comment parler du monde de travail sans faire peur et sans susciter la méfiance? On se dit toujours, voilà, on a toujours des exemples de ces entreprises. Je ne sais pas si vous avez lu Naomi Klein, le no-logo de Naomi Klein, mais qui donne des exemples d'entreprises qui veulent faire rentrer leur programme de fait maison avec combien de burgers il faut que tu manges pour arriver à 6. Voilà. Et donc, c'était McDo notamment qui essaie d'entrer dans le monde de l'école. Donc, les entreprises qui doivent se dire bah, comment je ne peux pas être taxé de faire de la pub dans l'école et notamment pour les entreprises sociales, ça arrive aussi de vouloir essayer de toucher l'école, mais de se dire bah, comment je vais bien pouvoir intégrer l'école sans faire peur. Comment trouver ma place à côté des enseignements sans faire de mélange de genres. Et du coup, la problématique principale qui émerge face à ces constats est la suivante, c'est comment on peut bâtir des ponts entre les entreprises et l'école afin de garantir l'égalité des chances. Et pour tenter d'y répondre, nous avons décidé de nous baser sur des exemples concrets d'entreprises sociales, des structures qui œuvrent pour déconstruire les barrières entre le monde éducatif et le monde professionnel. Donc, bah, ce que je vais faire avant de vous les présenter, c'est que je vais me présenter moi, parce que je suis très mal élevé. Donc, moi, je suis Romain Truqui. Et du coup, c'est moi, là, sur la photo, mais vous pouvez me voir en vidéo aussi. J'avais 5 ans de moins à ce moment-là. Et du coup, je suis coordinateur d'un programme d'accompagnement d'entreprise sociale à Rhône-Alpia. Et je vais m'occuper de l'animation de cette conférence. Alors, je ne fais jamais ça, donc j'espère que vous serez sympathique et avec moi. Mais d'abord, je vais commencer par vous présenter ma structure, la structure pour laquelle je travaille, qui est une structure associative qui existe depuis 2013 et qui s'appelle Rhône-Alpia et qui accompagne les entreprises sociales en Rhône-Alpes. Euh, et donc, notre objectif à nous, c'est vraiment de détecter, sélectionner et accompagner des entrepreneurs qui œuvrent pour répondre à des besoins sociaux et environnementaux peu ou mal couverts sur le territoire. Du coup, peut-être en quelques chiffres, ce qu'on peut dire, c'est que on a accompagné jusqu'alors 250 entreprises depuis 2014, que l'année dernière, par exemple, on a accompagné 85 entreprises sociales à tous leurs stades de développement, que ce soit à l'émergence, on a accompagné pas mal d'entreprises qui sont en phase de création, mais aussi en phase de changement d'échelle, comme on peut le faire en ce moment sur le programme d'implantation que je porte. Donc, ce programme-là, il a pour objectif d'aller chercher un peu partout en France et plus loin et aussi à l'international des entreprises qui ont déjà répondu à un besoin sociétal, qui ont déjà modélisé leur manière d'agir et qui veulent s'implanter en Rhône-Alpes, et notamment Marion, celle de Vaillant Montaf, que vous allez découvrir juste après, et Timothée de Proxité font partie de la promotion d'entreprises sociales qu'on a accompagné à s'implanter sur la métropole de Lyon
cette année, l'année dernière. Et ils vont aujourd'hui nous parler de leur expérience d'entrepreneur social au service de l'éducation et de l'égalité des chances. Par ailleurs, nous souhaitons aussi renforcer notre expertise sur le changement systémique éducatif à l'échelle des territoires. Et c'est pourquoi nous travaillons à l'ingénierie de programmes d'accompagnement en lien avec ces défis, notamment avec la Maison d'Apprendre. Et puis, on en reparlera notamment peut-être en deuxième partie de conférence avec Angélique tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'était mon moment je parle de nous. Et on va passer maintenant. Ce que je vous propose, c'est de vous introduire un peu les intervenants et de faire une présentation rapide des 3 personnes qui vont intervenir et qui vont nous parler de leur projet plus en détail. Donc, on va accueillir parmi nous donc Marion Seltz de Viens voir mon taf, qui est responsable régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'association, et donc qui est un réseau de professionnels qui, alors pas Marion, hein, Viens voir mon taf, et un réseau de professionnels qui propose des stages d'une semaine aux élèves sans piston, des élèves de collège, et donc ceux dont les parents n'ont pas de carnet d'adresse, pas de réseau. L'objectif de l'association, sans dévoiler trop, parce que c'est le but de la première question que je vais poser juste après, c'est qu'un maximum d'élèves de l'éducation prioritaire puissent décocher le stage de ses rêves. Voilà. Timothée Robin, qui est responsable territorial métropole de Lyon chez Proxité. Et donc, Proxité met en place des accompagnements personnalisés, réguliers et durables de jeunes, majoritairement issus des quartiers prioritaires, de la 6e jusqu'à l'insertion professionnelle. Grâce à des bénévoles actifs dans le monde professionnel, donc des parrains et marraines. Et donc tout à l'heure, on évoquera notamment certaines actions qui sont menées sur la métropole de Lyon avec une entreprise qui nous donnera. Et donc finalement, on a Angélique Figari de la Maison de l'Apprendre. Donc la Maison d'Apprendre, qui est, vous avez eu un petit teasing par Tiffaine juste avant, qui est organisatrice du Festival de l'Apprendre, et on les remercie encore grandement, et qui fédère un réseau territorial d'acteurs de l'éducation pour répondre ensemble aux enjeux actuels et futurs de l'apprentissage et du développement des compétences et pas des conséquences. Voilà, et on aura sûrement une invitée surprise, qui ne sera pas surprise puisque je vais vous la dévoiler maintenant, qui est Véronique Morera, qui est vice-présidente de la métropole de Lyon, à l'éducation et au collège, qui est actuellement en conseil métropolitain, et donc qui fait l'effort de venir, mais on ne sait pas encore à quelle heure, puisque c'est un conseil métropolitain qui a pas mal d'enjeux ce soir. Donc, elle viendra nous donner un petit de prise de hauteur sur ce que peut apporter la métropole de Lyon et sur son regard sur cette thématique. Est-ce que tout le monde va bien déjà? Ouais, je vois des sourires, donc ça va plutôt bien. Moi, je vais bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on débute cette conférence et qu'on débute déjà par une première partie de témoignage et un temps de découverte des entreprises sociales et de leur manière d'agir pour favoriser l'égalité des chances sur la métropole de Lyon. Et du coup, je vais commencer par une première question qui est de quel constat vous partez, vos structures sont parties et à quel défi répond votre structure. Et je pose la question en premier à Marion, si ça te va. Voilà. Ça me va. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Romain, merci Angélique et Tiffaine pour cette invitation à participer à cette conférence. Viens voir mon taf est partie d'un constat très simple. C'est que le stage de 3e, qu'on connaît toutes et tous, voilà, ça peut être un casse-tête pour les parents d'élèves, les professionnels et entreprises qui sont sollicités et pour les membres d'équipe éducative, parce qu'il faut trouver des stages qui répondent aux souhaits des élèves. Et pour les élèves, c'est une obligation de scolarité. Alors, pas cette année, dans le contexte particulier de crise, évidemment, sanitaire qu'on connaît, mais voilà, le stage de 3e, c'est une obligation de scolarité au collège, et c'est une brique très importante dans le parcours d'orientation des élèves. Or, c'est souvent ça peut être une première rencontre avec l'injustice sociale pour les élèves de 3e d'éducation prioritaire, qui sont nos bénéficiaires, que Viens voir mon taf accompagne. Ces collégiens et collégiennes qui ont les mêmes rêves, aspirations et même des problématiques de
tout enfant de 14 ans, ont 65 à 75% d'entre eux ont des parents ouvriers ou inactifs, au sens de l'INSEE, et donc ont moins de réseaux, moins de réseaux, moins d'outils et moins d'informations à leur disposition pour accéder au stage de leur rêve sans autocensure. Voilà, c'est ça le constat de départ. Je ne sais pas s'il faut que... Du coup, est-ce qu'il faut que je donne notre solution? Comment est-ce que nous, on agit? Pas encore. Pas encore. Non, on va D'accord. rester là-dessus sur… Je voulais juste, d'accord, ça marche. Je voulais juste ajouter, pour mettre un petit peu en perspective cette problématique, le stage de troisième, ça peut paraître vraiment anecdotique. C'est un stage qui dure que 5 jours. C'est pas, on pourrait penser que c'est assez anecdotique, mais ça ne l'est surtout pas. Et d'autant moins que c'est quelque chose qui est accessible par le capital social, donc par le réseau, souvent des parents. Et ça pèse dans la scolarité. Et il faut le mettre en perspective avec le fait que la France est un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE en termes d'éducation, dans le sens où la France est le pays ou un des pays dans lequel l'origine sociale, donc socio-économique familiale, a le plus de poids dans la réussite ou l'échec scolaire. Voilà. Voilà. Le stage de troisième se situe donc un petit peu là-dedans. Merci Marion. Et je t'avoue que voilà, pour moi aussi, le stage de troisième, je me rappelle encore, et il a été assez déterminant dans la suite de ma carrière. Et voilà, donc c'est clair que c'est assez important. Merci. Timothée, même question sur le constat duquel vous êtes parti à Proxité. Voilà, à quel défi vous répond votre structure? Oui, bonsoir donc à toutes et à tous. Merci, merci Ronald Pia, merci la Maison de l'Apprendre pour cette invitation. Du coup, je vais revenir sur la genèse justement de la création de l'association et qui permettra justement de définir enfin en tout cas de décrire le constat. Moi, je développe l'activité de l'association sur le territoire de la métropole depuis janvier 2020. Néanmoins, c'est une association qui a été créée en début des années 2000. Voilà, à Saint-Denis, en Île-de-France, par un élève avocat qui faisait de l'aide juridictionnelle dans les quartiers, dans un quartier de la ville. Et au fil des rencontres qu'il a pu avoir finalement avec des jeunes et leurs familles, il a fini par proposer à l'un d'entre eux d'être parrainé par un de ses amis. Donc, un de ses amis qui était actif dans le monde du travail et qui, du coup, pouvait l'aider, le guider et lui redonner confiance dans sa recherche d'emploi. Voilà, donc ça a marché. Du coup, donc c'est Félix de Bellois qui a créé l'association et qui, du coup, a proposé du parrainage à un premier jeune. Et du coup, il a décidé de le dupliquer, donc dans un premier temps à l'échelle de la ville, avec l'aide du coup d'associations comme la mission locale, comme des clubs de prévention spécialisés. Voilà, pour en tout cas proposer du parrainage donc à de plus en plus de jeunes. Il s'est appuyé sur son réseau dans un premier temps et ensuite il s'est appuyé sur des entreprises locales. Donc voilà, en fait, je voulais préciser les éléments de contexte parce que le constat initial, du coup, et je pense qu'il est encore plus marqué dans des territoires comme, sur un territoire en tout cas comme la ville de Saint-Denis, avec voilà, du coup des quartiers populaires et en tout cas beaucoup d'entreprises qui sont présentes, était de dire qu'il y a deux mondes qui sont côte à côte, qui se croisent au quotidien dans les transports, dans la rue, mais qui ne se mélangent pas ou peu, ou en tout cas qui n'échangent pas. Du coup, voilà, l'idée c'est on a d'un côté des jeunes qui, de par leur origine sociale ou leur lieu d'habitation, sont confrontés à des réelles difficultés d'insertion qui peuvent entraîner du coup un fort sentiment d'échec, un manque de confiance en eux et qui du coup ne savent plus comment s'y prendre pour rebondir. Et en parallèle, des entreprises avec du coup des salariés qui ont envie de partager, qui ont envie de transmettre, d'échanger avec des jeunes, de les aider, mais qui ne savent pas comment faire. Et du coup, l'association répond à la problématique en finalement créant une passerelle via du coup un système de parrainage entre ces deux mondes. Merci Timothée. Donc voilà, là vous avez bien les enjeux des deux structures. Peut-être on va donc qui se positionne via Montaf sur le stage de troisième, Proxité sur le parrainage entreprise
jeunes. Du coup, peut-être Angélique, pour conclure cette première question là, par rapport à la maison d'apprendre, qu'est-ce qui vous a enjoint à vous positionner avec Tiffany notamment sur les coopérations des acteurs de l'éducation sur la métropole de Lyon? Voilà, un peu la genèse et le constat duquel vous êtes parti. Merci Romain, ravie également de vous retrouver ici. Pareil, pour faire un petit retour en arrière, moi je me suis posé ces questions des alliances éducatives entre les acteurs d'un territoire et les acteurs de l'école. À l'époque où je travaillais à la ville de Fézin, j'étais à la direction du service jeunesse, donc des politiques jeunesse, et la question de la découverte des métiers, de l'orientation, de l'accompagnement à la scolarité, la lutte contre le décrochage étaient évidemment des thématiques extrêmement prégnantes dans les actions qu'on pouvait développer. Et un des points qui apparaissait comme étant un enjeu ou un challenge à relever, c'était effectivement la difficulté de certains enseignants de parler auprès des élèves ou des familles du monde de l'entreprise et de la même manière du monde économique, des salariés, d'être en lien avec les élèves, d'être en lien avec les écoles, puisque c'était des mondes qui n'avaient pas forcément l'habitude de dialoguer ensemble et de coopérer. Donc, ce qui a été à l'origine de la création de la Maison de l'Apprendre, c'est la volonté d'animer une dynamique sur un territoire d'alliance, de rencontres entre les acteurs qui participent au développement des compétences, mais finalement dès le plus jeune âge et surtout tout au long de la vie. Les questions qu'on se pose quand on est au collège, au lycée, sur la poursuite de ses études, elles peuvent aussi se poser finalement en cours de carrière, quand on est amené à changer de métier, quand, de manière volontaire ou pas d'ailleurs, hein, mais de cette façon qu'on peut avoir de construire son projet d'avenir et finalement quel que soit l'âge qu'on a. Et donc cette dynamique portée par la Maison de l'Apprendre, elle s'est nourrie de mon expérience au travers des politiques éducatives dans le secteur public, mais aussi de la vision et de l'expérience de Tiffaine, qui, alors c'est un peu particulier de parler Tiffaine à ta place alors que tu es là, mais évidemment, réagis s'il y a quoi que ce soit. Tiffaine qui venait du monde de l'entreprise et en tant que DRH qui avait été aussi confrontée à ces enjeux de développement et de management des compétences tout au long de la vie. Donc, on en est arrivé maintenant en 2021 à tricoter, entretenir des liens, des relations entre des individus qui ont comme dénominateur commun le premier d'appartenir au même territoire et puis aussi des valeurs qu'ils partagent et l'envie de mieux se connaître pour pouvoir mieux travailler ensemble et avoir plus d'impact. Merci. J'ai laissé deux secondes pour qu'on puisse savourer ta phrase, qui a été magnifique. Merci à tous les trois, déjà voilà, pour cette introduction sur les constats auxquels vos structures répondent. On va en profiter parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent d'arriver et du coup pour les accueillir aussi. Bienvenue à toutes et à tous, si vous avez un petit peu de retard. Et on va en profiter, je crois on accueille Madame Véronique Moreira qui a dû nous rejoindre, qui doit être là parmi nous. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Donc enchanté, Romain Trucchi, responsable du programme d'implantation à Rhône-Alpia. Et donc, on vous a présenté tout à l'heure brièvement. Donc, vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon à l'éducation et au collège, c'est ça? Et du coup, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'écouter un peu, de vous laisser écouter un peu les participants et de revenir. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez, si vous avez des commentaires à faire. Voilà. Et puis après, je vous propose que d'ici 2-3 questions, si ça vous va. Je vous en pose deux aussi sur la place de la métropole de Lyon en lien avec
ce que vous aurez entendu, peut-être si ça vous va, de vous positionner un peu en grande oreille de la conférence, de quelques commentaires que vous avez sur ce que font ces structures-là et le lien avec les collèges que peut avoir la métropole de Lyon et avec l'éducation. Ça vous va? Très bien. Proposition? Vous avez le droit de dire non, hein. Non, non, mais ça me va très bien. De toute façon, parler pour la métropole et comment je vois la métropole, en sachant que je viens d'arriver, je ne suis pas élue à la métropole depuis plusieurs mandats, donc c'est un mandat qui est large, donc c'est plutôt une vision qu'autre chose, mais c'est intéressant. Très bien. Bah, merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous laisse écouter. Alors, maintenant qu'on sait les constats sur lesquels vous êtes positionnés, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de comprendre, que vous nous exposiez les solutions que vous apportez et que vous proposez sur le territoire de la métropole de Lyon et peut-être un peu plus globalement aussi, et en quoi cela répond à ces défis. Voilà. Et du coup, pareil, là, qui veut commence? Je vous propose qu'on soit autocratique quasiment. Démocratique plutôt, autocratique. Marion, tu veux y aller? Oui, oui, je veux bien. Allez. Alors, du coup, nous, via mon taf, sur le territoire de la métropole de Lyon, on déploie nos outils. Enfin, via mon taf est une asso nationale, donc on a un accompagnement humain dans le cadre d'ateliers dans les collèges et plus parfois individuels. On a un accompagnement humain des élèves dans la préparation à l'orientation, au stage de troisième, la formulation du stage. Et on a des outils numériques, notamment une plateforme de mise en relation, vienvoirmontaf.fr, qui est réservée aux élèves d'éducation prioritaire et sans réseau plus largement, et sur laquelle ces élèves peuvent candidater à des offres de stage qui sont publiées à leur destination par des professionnels issus de toute une variété de secteurs d'activité, et de tout type en fait, de structures professionnelles. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de métier de Viens voir mon taf, effectuer cette mise en relation par cet outil numérique et par un accompagnement humain des élèves et aussi des professionnels, en vérité, nos partenaires et même nos tuteurs et tutrices bénévoles. Voilà, et j'ajouterais que, vous le savez, les stages et alternances et stages de troisième n'y échappent pas cette année, c'est difficile. La crise que nous traversons est difficile pour tout le monde et surtout les immersions en contexte professionnel. Et pour l'instant, dans la métropole de Lyon, subsiste encore et toujours courageux tuteurs et tutrices et partenaires qui accueillent des stagiaires en présentiel quand ils le peuvent. Et on a déployé une série d'actions en plus cette année, en plus du stage de troisième, qui ne le remplacent pas, mais qui viennent en alternative, qui sont des conférences métiers sous format digital, donc des conférences métiers où les élèves peuvent se connecter et, comme là, écouter des témoignages en fait, de pros qui parlent de leur parcours et de leur métier. Voilà, c'est un rendez-vous mensuel thématique. Et on a mis en place une action de terrain qu'on mène en collaboration avec la direction de l'éducation de la métropole, le rectorat et les collèges. On anime des modules, à la demande des collèges, des modules pédagogiques de découverte métier avec intervention de professionnels au sein des établissements scolaires qui font appel à nous. Voilà, pour leurs élèves sans stage, du coup, pour leurs élèves qui n'ont pas trouvé de stage. Voilà. Merci beaucoup. Timothée, est-ce que tu veux enchaîner du coup Oui. sur les solutions qu'apporte Proxité globalement et après on prend un temps dans une autre question concrètement sur le territoire de la métropole, ce que vous mettez en place. Oui, très bien. Donc finalement, depuis sa création, Proxité fait toujours la même chose, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, du parrainage. Donc, comment du coup est-ce que le parrainage et qu'est-ce qui se passe dans les relations de parrainage? L'idée, c'est de créer en fait des moments de partage et d'échange individuels. C'est-à-dire, on met en relation des jeunes, donc de 11 à 30 ans, de tout horizon, donc quel que soit leur niveau scolaire finalement, à partir du moment où ils sont motivés, avec des parrains et marraines qui donc sont bénévoles, mais qui ont la spécificité d'être actifs dans le monde du travail. Et en gros, le parrainage, on va dire,
est quelque chose qui fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'a pu être mis en place une méthodologie et une pédagogie qui justement favorise la rencontre et la création du lien entre le jeune et le professionnel. Donc, c'est des rencontres fréquentes entre ce qu'on appelle le binôme. Donc, ils se rencontrent une fois par semaine pour les adolescents et 2 à 4 fois par mois pour les plus âgés. Ils se rencontrent dans différents lieux. Donc, ça peut être donc dans ce qu'on appelle une antenne, qui peut être au sein d'un établissement scolaire, qui peut être au sein d'une UMJC, d'un centre social, mais aussi au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est en fait variable en fonction des territoires sur lesquels on intervient. Et c'est un engagement aussi qui est inscrit sur la durée, c'est-à-dire qu'on leur demande vraiment donc pour les deux parties de s'engager sur 1 an au minimum. Et je dirais aussi, ce qui garantit l'efficacité de la relation de parrainage, c'est l'accompagnement du binôme qui est effectué par un salarié de l'association qu'on appelle un responsable de parrainage. Donc, c'est quelqu'un qui est référent et ressource pour les binômes à toutes les étapes finalement du parrainage, que ce soit du coup à partir de l'identification du besoin, en passant par la mise en relation jusqu'à l'accompagnement du coup du suivi de la relation, enfin dans le suivi de la relation. Et le responsable de parrainage aussi propose du coup des temps de formation de bénévoles, peut proposer des sorties culturelles et collectives voilà, pendant les vacances scolaires, et tout en veillant à maintenir le lien avec les familles du jeune, la communauté éducative autour du jeune. Et du coup, cela s'inscrit dans un contexte local, et j'y reviendrai plus précisément tout à l'heure sur nos implantations au niveau de la métropole de Lyon. Donc, en gros, Proxité crée, par rapport à l'accompagnement qu'il propose, crée les conditions pour que la relation et l'échange puissent se faire entre le jeune et son parrain ou sa marraine. Merci beaucoup. Et du coup, Angélique, je te laisse enchaîner sur les apports et les solutions que vous apportez. Alors, bien sûr, il y a le Festival de l'Apprendre. Là, on est en plein dedans, je pense. Mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres solutions que vous portez au sein de la Maison de l'Apprendre? Oui, la première activité que l'on fait et qui est un peu le fil conducteur de toute la dynamique, c'est de comprendre et de cartographier quelles sont les ressources, les compétences qu'il existe sur un territoire au service d'un but commun. Et en faisant ce travail de diagnostic, de rencontre, de qualification des acteurs et des actions qu'il existe sur le territoire, notre enjeu, c'est de pouvoir les documenter et les faire connaître au plus grand nombre et notamment à ceux qui pourraient en avoir besoin. C'est vrai qu'on travaille beaucoup en fait à la mise en relation des acteurs entre eux pour justement faire accélérer la mise à disposition pour les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire les enfants, les élèves, les parents, d'actions qui pourront venir répondre au moment où ils en ont besoin, à leurs besoins spécifiques. Donc c'est vraiment travailler au développement des énergies et des ressources qu'il existe sur le territoire, donc d'aller dans le sens du développement d'activités, de nouvelles activités. On peut parler à cet endroit-là d'innovation, d'actions innovantes, mais vraiment ancrées sur un territoire et en réponse à des besoins qui ont été eux aussi qualifiés. Donc, on fait ce travail de référencement, mais on fait aussi un travail de mise en lumière. Et spécifiquement, le Festival de l'Apprendre sert à ça, à montrer déjà toutes les énergies, tous les efforts qui sont faits sur le territoire par les acteurs publics, les acteurs associatifs, le monde économique, le monde de la recherche, et créer en fait des passerelles facilitantes entre ces différents acteurs pour que de manière profonde et durable, il puisse vraiment y avoir des solutions efficaces, efficientes même, je dirais, en action sur le territoire. Donc le Festival de l'Apprendre, il sert à ça, à ce que les structures comme les vôtres puissent prendre la parole, se faire connaître et ouvrir leurs horizons, certainement aussi avoir plus d'impact et
d'avoir des temps en fait où les acteurs se rencontrent pour imaginer comment est-ce qu'ils pourraient coopérer ensemble et renforcer cette notion de continuum éducatif. On disait qu'on apprend tout au long de la vie, mais en fait, même à l'échelle d'une année, un enfant, il apprend à l'école, il apprend autour de l'école, des activités périscolaires ou extrascolaires, il apprend en famille, et c'est finalement reconnaître aussi tous ces espaces où chaque individu a la possibilité de s'épanouir, de développer ses capacités et ses talents, et quelque part de trouver une place dans la société qui lui permette à la fois d'être bien, mais aussi d'être utile pour les autres. Donc le festival de l'apprendre dure une semaine, mais finalement, c'est pas un événement, c'est pas un événement, une fin en soi. C'est plutôt un temps de départ et aussi le moment où on va pouvoir venir célébrer tout ce qui s'est passé pendant une année. Donc on le propose chaque année, on est là sur la 2e édition. Cette année est un peu particulière parce qu'effectivement, on est tous à distance et que dans ces enjeux d'animation d'une communauté professionnelle ou d'une dynamique citoyenne, on a besoin de se rencontrer, mais le sujet était suffisamment important et d'actualité pour qu'on le maintienne quand même sous ce format-là. Et puis, au-delà de ce temps de festival, on propose tout au long de l'année des temps de rencontres au sein de la communauté où on peut aborder ensemble et par différents prismes des thèmes qui sont communs à l'école, à l'éducation populaire et au monde de l'entreprise. Ça peut être par exemple la question de l'évaluation des compétences avec des méthodes d'évaluation qui peuvent varier selon la structure d'où l'on part, et puis aussi travailler des questions relatives aux compétences psychosociales. Comment est-ce qu'on peut développer sa créativité, sa confiance en soi, l'empathie. On retrouve toutes ces thématiques finalement dans tous les espaces de sociabilité, et donc c'est un sujet qui est intergénérationnel et dont on peut apprendre les uns des autres. Enfin, on a des programmes d'accompagnement sur des coopérations où l'idée, c'est vraiment de permettre à des acteurs qui ont envie de s'emparer d'une thématique, qui ont besoin de répondre à une problématique et qui vont faire le choix de l'intelligence collective pour justement imaginer des solutions qui soient plus transversales, qui soient peut-être plus complètes et sortir un petit peu des dynamiques de millefeuilles de dispositifs ou d'actions. Merci Angélique. Du coup, ce que je vous propose, ben voilà, vous nous avez donné à voir un peu globalement la manière dont vous agissez pour répondre aux défis, donc les solutions que vous prenez. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 5 minutes pour voir un peu comment votre entreprise se développe, agit sur le territoire. Et peut-être aussi comment elle agit en partenariat. On parle de partenariat notamment avec le monde de l'entreprise et le monde éducatif. Donc, comment ces partenariats-là peuvent être décisifs dans votre développement. Quand je parle d'entreprise, on le prend au sens large, hein, au sens de l'acteur, de la structure, de l'entité qui agit pour son territoire, pour le développement des habitants aussi sur le territoire. Donc voilà, juste pour reposer le terme, pour moi, le mot entreprise, et c'est celui que je vous demande de prendre là. Ça peut être la collectivité territoriale. Ça peut être aussi les associations. On les inclut. En tout cas, ce soir, je vous demande toutes et tous de mettre autour de ce terme de l'entreprise tous les acteurs qui agissent sur le territoire. Et donc, notamment pour Viens voir mon taf et Proquité, qui viennent d'arriver, qui sont en phase d'atterrissage sur le territoire, hein, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils agissent sur le territoire de la métropole de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de partenariats, d'actions que vous avez mis en œuvre ces 8 derniers mois, là, 2 derniers mois? Peut-être Marion, si ça te va. Je sais qu'on a parlé d'un partenaire qui peut être la métropole de Lyon. Hein, on va en parler quelques mots. On va peut-être donner aussi un exemple d'une entreprise sociale. Je sais qu'on a parlé d'une autre structure qu'on a accompagnée en Alpia, Wake Up Café notamment. Et puis d'un groupe, et tu avais parlé notamment du groupe EDF. Voilà, si tu peux nous donner quelques mots de ce que vous faites avec ces structures. Tout à fait, merci Romain. En fait, effectivement, j'avais mentionné ces 3 exemples parce que ça montre la diversité des acteurs qui peuvent s'engager avec Viens voir mon taf et de différentes manières. Donc, effectivement, on travaille en lien avec la direction d'éducation de la métropole depuis
mars 2020, on a commencé à travailler ensemble sur le dispositif déjà existant de la bourse au stage, donc des offres de stage que la métropole de Lyon et les agents de la métropole de Lyon proposent aux élèves sans réseau, aux collégiens sans réseau de la métropole. Et cette année, ces offres de stage ont été retravaillées par Viens voir mon taf, la direction d'éducation et la direction des ressources humaines. Et plus de 70 places de stage ont été proposées à ce jour, à ce stade, sur notre plateforme aux plusieurs centaines d'élèves qui y sont inscrites. Voilà. C'est le plus gros engagement qu'on ait actuellement sur notre plateforme. C'est un engagement très fort. On sait que la métropole prend un engagement très fort en direction de la jeunesse sur le territoire chaque année, ils cherchent des stages et des découvertes du monde du travail, mais cette année, pour qui c'est encore plus dur cette année. Et donc là, par exemple, cette semaine, actuellement, il y a 13 élèves de différents collèges du Grand Lyon qui sont en stage auprès d'agents de la métropole dans une très grande variété de métiers. Voilà. Donc, on est vraiment, vraiment honorés, très contents de pouvoir travailler avec la métropole et les tuteurs, tutrices individuels en fait, qui sont portés volontaires pour accueillir ces élèves, parce qu'il faut vraiment se dire que ce sont à chaque fois des volontés individuelles d'engagement. Nous, à Viens voir mon taf, on défend une vision du stage de troisième individuelle pour l'élève, car c'est, on l'a constaté, ce qui permet à l'élève de prendre confiance en soi dans le regard de son tuteur ou sa tutrice, avec qui il noue un lien de confiance tout au long de la semaine, un lien de confiance qui est extrêmement précieux pour ensuite, qui est motrice, qui est moteur pour son projet d'orientation au-delà du stage. Voilà. Le deuxième acteur que tu as cité, Romain, c'est Wake Up Café. Ça, c'est un très bon exemple, typiquement, donc, d'une entreprise sociale, effectivement, implantée sur le territoire, qui a, je pense, découvert Viens voir mon taf et notre présence et notre action ici par des réseaux, et a pris l'initiative de s'inscrire directement sur la plateforme en quelques minutes et de proposer une offre de stage. Voilà. Juste pour présenter oui, Wake Up Café j'allais le faire. Oui. Ah, pardon. Non, mais tu feras mieux que moi, je pense. Qui agit pour la réinsertion des personnes qui sortent de prison en fait sur le territoire de la métropole de Lyon, et qui avait été accompagnée il y a 2-3 ans, 2 ans par Monalpia sur son implantation. C'est top de voir qu'il y a des coopérations qui se montent entre structures. Oui, et donc là, elles ont recruté. Donc, il y a un élève qui a été accepté et qui fera son stage la semaine du 6 au 9 avril à Wake Up Café dans le 8e. Voilà. Et enfin, le groupe EDF. Donc, le groupe EDF, c'est un partenaire historique et national de l'association Viens voir mon taf. Et donc, on a notamment bénéficié du soutien à plusieurs reprises de la Fondation EDF. Et donc là, cette année, c'est le cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va, si on peut, normalement, on va le faire la semaine, pareil, du 5 au 9 avril, on va mettre en place une action, un projet d'accueil de stagiaires au sein de différentes entités du groupe sur le territoire de la métropole, accessible donc, par les collégiens qui rechercheront un stage à ce moment-là. Et là, c'est une opération d'accueil pour plusieurs élèves, donc groupés dans le sens où c'est des élèves qui seront en même temps en stage auprès de différents tuteurs et tutrices du groupe EDF. Donc, on fait une mobilisation de tuteurs et tutrices au sein de différentes entités sur le territoire. On va faire un programme commun, mais chaque élève aura cette relation en fait privilégiée avec un tuteur ou une tutrice au fil de la semaine. Voilà, ces 3 exemples qui montrent la diversité des engagements qui est possible et qui a lieu, en fait, à l'initiative des acteurs publics, ESS et privés, plus gros groupes sur le territoire pour ce stage de troisième et l'égalité des chances. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Du coup, Timothée, peut-être sur Proxité, notamment sur l'antenne sur votre présence sur la métropole de Lyon et l'antenne que vous avez montée au sein de Vinci, peut-être, comme à Villeurbanne pour du tutorat pour les jeunes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et après, tu m'avais évoqué en préparant cette conférence le travail autour des services civiques notamment. Voilà, si tu peux nous dire 2 mots de ces 2 projets. Oui, tout à fait.
Alors, l'implantation de Proxité sur la métropole de Lyon, elle s'est organisée autour donc de 3 projets. Et ce qui a été un petit peu le déclencheur de l'implantation sur le territoire de la métropole, c'est une convention qu'on a signée avec la métropole de Lyon, notamment le service direction, prévention et protection de l'enfance, et l'UDAF 69, donc, qui est une structure qui œuvre dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et qui, du coup, met en place pour les jeunes et leurs familles des mesures AEA, donc d'accompagnement éducatif et administratif, et qui, du coup, cette convention stipulait du coup que l'UDAF nous mettait à disposition le hall, en gros, de son lieu qui est situé, de ses locaux qui sont situés à Vaux-en-Velin, pour justement pouvoir accueillir les binômes. Et du coup, ce qui est intéressant aussi dans ce type de partenariat, c'est que pour le coup, c'est l'UDAF et du coup les assistantes sociales, les travailleurs sociaux du site de l'UDAF qui nous orientent les jeunes. Et ensuite, du coup, on trouve des parrains et marraines et ils se rencontrent une fois par semaine au sein du coup, des locaux. Donc ça, c'est vraiment un modèle en fait qui fonctionne très bien chez Proxité, c'est-à-dire la création d'une antenne dans un lieu qui, en gros, accueille des jeunes et qui, du coup, peut nous orienter des jeunes. Ensuite, on a aussi une autre modalité d'antenne dans un autre lieu, dans d'autres lieux, et c'est aussi dupliqué, on va dire, de ce qui peut se passer au national, ou en tout cas sur d'autres territoires en France. C'est la possibilité d'avoir du coup cette antenne au sein d'une entreprise. Et du coup, en lien avec du coup, la Fondation Vinci, qui est un partenaire de l'association aussi, on va dire, historique, on a pu ouvrir une antenne du coup, dans leurs locaux à Villeurbanne, juste derrière la place Grand Clément. Et là, du coup, c'est extrêmement intéressant parce que le jeune déjà rentre dans l'entreprise, rentre dans une grande entreprise, il va toutes les semaines et du coup, la plupart des parrains et des marraines sont directement issus en fait de l'entreprise, et ce qui est aussi facilitateur par rapport à leur engagement. Et donc à Lyon, à Villeurbanne, pardon, du coup on a une antenne chez Vinci Construction, mais par exemple à Nanterre, on peut avoir aussi une antenne chez Groupama ou chez AXA ou voilà, chez d'autres partenaires qui du coup trouvent le principe intéressant et en tout cas facilitant aussi pour la mobilisation des collaborateurs. Et donc ça concerne plutôt le parrainage des collégiens lycéens, donc plutôt sur un accompagnement scolaire, questions liées à l'orientation, découverte des métiers. Et ensuite, on développe aussi le parrainage du coup jeune adulte avec plutôt des enjeux d'insertion professionnelle, donc pour des jeunes qui sont un petit peu plus autonomes dans leur mobilité, où là du coup, l'idée c'est qu'ils puissent se rencontrer, donc le jeune et son parrain ou sa marraine, sur le lieu de travail du parrain ou de la marraine. Et effectivement, je le disais tout à l'heure, en fait, le seul critère pour qu'un jeune puisse bénéficier du parrainage, c'est la motivation. Et du coup, on a des jeunes qui viennent, alors rarement d'eux-mêmes, du coup, c'est des structures qui nous les orientent, mais en tout cas de tout horizon. Et un modèle qui a été développé notamment sur la métropole de Lille, c'est justement la possibilité de pouvoir proposer du parrainage à des jeunes qui ont effectué une mission de service civique et qui, du coup, ont besoin peut-être d'un coup de pouce supplémentaire une fois que la mission se termine. Ça peut être un petit peu le vide pour le jeune en termes d'accompagnement. Et du coup, le parrainage peut être une solution complémentaire à la mission de service civique. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment avec Unicité, la FEV et d'autres structures finalement qui accueillent des volontaires en service civique. Et un autre partenaire décisif aussi sur notre implantation, c'est Ronalpia, bien sûr, qui nous a vraiment aidés en termes d'ouverture de réseau et de sessions de co-développement et de rencontres avec d'autres acteurs. Merci. Je ne t'ai pas payé. Hein. Non. D'accord, merci beaucoup. Du coup, Angélique, peut-être aussi de votre côté à la Maison de l'Apprendre. Bon, je ne vais pas dire que la coopération, c'est un peu l'ADN
hein, si j'ai bien compris, de la structure. On le voit déjà au travers des deux personnes que vous êtes, déjà Tiffaine et toi. Mais du coup, voilà, comment et par quel partenariat voilà, vous pouvez agir et vous mener dans les services que vous montez sur la métropole de Lyon, au service de l'éducation. Comme tu le dis, Romain, c'est-à-dire que c'est compliqué pour nous de dire aux acteurs sur le territoire que ça a du sens de coopérer si on ne se l'applique pas d'abord à nous-mêmes. Donc généralement, on essaye d'être assez aligné entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait. Je dirais que les premiers partenaires pour nous, ce sont tous les acteurs qu'il y a sur le territoire. Toute cette diversité d'acteurs associatifs, hein, tous ceux que je mentionnais tout à l'heure. Et puis, parce que c'est très, très important pour nous qu'on ne se positionne pas comme un mouvement, une dynamique alternative. C'est aussi travailler sur des partenariats avec les acteurs institutionnels, avec les services du droit commun. Moi, je rebondis, une toute petite parenthèse sur ce que disait Timothée. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante sociale et en protection de l'enfance, et entendre qu'il y a un partenariat qui peut se monter entre l'UDAF et une association comme Proxité, bah forcément ça fait du sens parce que c'est un endroit où on perçoit des besoins, et donc voilà, là on optimise à mon avis des liens et de l'efficacité. Ça va dans le sens de l'utile. Donc à la fois les acteurs associatifs et ceux qui portent tout un tas d'actions, l'enseignement supérieur aussi. Le Festival de l'Apprendre notamment, c'est un projet qu'on porte avec le Centre de recherche interdisciplinaire, on en parlait tout à l'heure de François Tadei, l'UNESCO, mais aussi sur le territoire local, le campus René Cassin, qui mobilise un certain nombre d'écoles de l'enseignement supérieur, avec lesquelles, par ailleurs, on travaille aussi, notamment, je pense à l'école 3A. Enfin, il y a des liens qui sont très forts, et c'est d'ailleurs là que Ronalpia est implanté. Et puis, finalement, aussi un réseau dans le champ de l'innovation sociale avec notre partenaire historique qui est Ashoka, qui est une ONG qui agit dans le champ de l'entrepreneuriat social. Ce partenariat, il a du sens parce qu'il nous permet aussi d'être connectés avec des territoires ailleurs en France, et vraiment de penser cette question de l'éducation au sens de l'ODD 4, de manière à la fois universelle et aussi internationale, avec les spécificités culturelles, sociales, économiques qui peuvent être celles d'autres pays, et dont on a finalement beaucoup à apprendre en termes d'agilité, en termes d'effectuation, pour nous aussi faire évoluer nos rapports aux pratiques peut-être historiques, et qui peuvent gagner à évoluer un petit peu. Donc le premier partenaire sur le territoire et le premier partenaire institutionnel, c'était la métropole de Lyon, justement parce que cette collectivité porte sur 59 communes, et avec des spécificités très différentes. Au même titre que le décloisonnement entre les acteurs a du sens, le croisement entre les territoires est très important, entre les quartiers politiques de la ville et puis d'autres territoires plus en centre-ville, avec des populations nécessairement très différentes, mais où on peut tirer des enseignements, des expérimentations, des actions portées à destination des uns et des autres. Et puis aussi les territoires périurbains, voire ruraux, et notamment à l'échelle de l'Académie de Lyon. Alors on sort un tout petit peu de la métropole de Lyon, mais voilà, il y a des communes qui expriment des besoins spécifiques relatifs à des problématiques de mobilité notamment, ou un accès à des services associatifs qui sont moindres que sur la métropole, et qui trouvent de l'intérêt à nous rejoindre. Je ne vous ai pas cité tous nos partenaires, hein, mais voilà, c'est, je pense, la diversité de cet écosystème qui fait du sens. Bah, merci à tous les trois. Je vous propose de vous laisser souffler 2 minutes, et du coup, je vais en profiter pour Madame Morera, si on peut faire un petit focus sur la métropole de Lyon, si ça vous va maintenant. Ce que je vous propose, c'est donc vous êtes pardon.
comme je vous le disais tout à l'heure, vice-président de la métropole de Lyon sur la compétence éducation et collège. La métropole de Lyon est un acteur fort du territoire et structurant du territoire, qui notamment a la compétence sur les collèges avec plusieurs priorités. Donc, ça va de l'entretien des bâtiments, le développement du numérique, les actions éducatives, voilà, ou même ça peut aller jusqu'à la restauration scolaire, que nos jeunes puissent bien manger le midi. Est-ce que vous pouvez ça fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait peu de temps que vous êtes présidente, vice-présidente à la métropole de Lyon. Peut-être déjà pour quels sont les premiers éléments voilà, pour dépeindre la place de l'éducation, et plus particulièrement des collèges pour la métropole de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous peindre en quelques mots voilà, ce que vous avez vu et ce que vous voulez mettre en place dans les prochains mois? Moi, je veux bien, mais c'est sur la question de l'éducation et des collèges en général, ou c'est sur la question que vous soulevez, là, les histoires de forteresse, de passerelles entre écoles et entreprises? Eh ben, peut-être en 2 mots déjà, en général, et après on va venir vite sur l'entreprise, les passerelles entre l'entreprise et l'éducation. En 2 mots, c'est pas possible. C'est une très grosse compétence, la compétence collège. C'est une compétence qui est héritée des départements. Et donc, elle était essentiellement axée, en effet, sur la construction d'établissements publics et la réhabilitation de ces bâtiments et le fait de rendre disponibles des équipements pour que les enseignements puissent avoir lieu. À ça s'ajoute effectivement les cantines, la demi-pension avec la mise en place de lieux pour que les élèves puissent déjeuner. Moi, j'étais très surprise de constater qu'il n'y avait pas de demi-pension dans tous les collèges, qu'il y avait des collèges sans lieu pour que les jeunes puissent déjeuner, et que les jeunes devaient être emmenés dans d'autres lieux pour déjeuner. Donc, ceci dit, la métropole a quand même la compétence de permettre à ces jeunes de déjeuner dans leur collège ou ailleurs, sous des formes différentes. Et le troisième grand axe, c'est les politiques éducatives. Ce n'est pas un très gros budget, les politiques éducatives, mais c'est quand même ce qui permet de mettre en lien, et là on rentre un peu dans votre sujet, l'école avec les acteurs du territoire. Donc on a des alliances assez étroites avec le rectorat, l'inspection académique du côté de l'éducation nationale, et les associations. Qui l'avantage de la métropole, c'est qu'elle a cette capacité d'assemblage en fait entre tous les acteurs du territoire, qu'il s'agisse des entreprises, des associations, des hôpitaux, des universités, enfin, etc., pour essayer d'ouvrir un peu, de mettre un peu d'air, d'ouvrir un peu les collèges, et de faire que le monde traverse les collèges. Merci. Et du coup, merci pour cette introduction. Du coup, pour aborder plus fortement le lien collège-entreprise, comment vous voyez, et suite à ce qu'on a pu entendre de ce qu'ont pu dire les entreprises sociales, les 3 entreprises sociales qui sont avec nous ce soir, comment vous aborderiez ce lien, comment on pourrait l'enrichir, selon vous? Moi, je vous dirais bien quelque chose, mais si on a le temps, aussi quelque chose sur cette histoire de forteresse et pourquoi l'école est si réticente, ou c'est si compliqué de travailler le lien entre école et entreprise. Donc, ça mériterait quand même qu'on s'y penche un peu, et que peut-être la métropole ou un festival comme celui auquel on participe là se pose la question de où sont les freins. Parce que je pense qu'une fois qu'on a bien identifié les freins et qu'on sait pourquoi, et que chacun pose ces grands principes, je pense qu'on peut avancer, mais là, il y a toujours un certain nombre de confidences qui sont pas mal de lever. Après, bon, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je connais certains des dispositifs. Je n'ai pas encore rencontré tous les acteurs, mais à la métropole, il y a des agents qui sont dans le service d'éducation qui ont une bonne connaissance du dispositif. Et donc, je vois qu'il existe des bourses stages, qu'il existe des actions de mentorat, qu'il existe même des actions d'accompagnement par des étudiants qui essaient de montrer aux jeunes que c'est possible, en fait, c'est des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, le monde de l'université, un accompagnement qui renforce l'estime de soi, et le fait d'ouvrir les horizons, en fait, de voir qu'on peut imaginer des choses nouvelles. Il y a vraiment des dispositifs très nombreux, des parcours à venir qui permettent de rencontrer l'entreprise, des
des collèges. Enfin, il y en a un dans la métropole qui a un totem, c'est-à-dire qu'il est identifié sur le lien qu'il fait avec l'entreprise. Donc, il y a pas mal de dispositifs qui existent. Mais la première chose que je voudrais dire, et je rebondis un peu sur ce que Madame Figari disait, c'est que les dispositifs sont encore mal connus, les acteurs sont mal connus, et que ce qu'elle proposait, là, cette question de la cartographie, ça me paraît en effet très intéressant, parce que même à l'intérieur de la métropole, tout le monde ne sait pas ce que chacun peut faire. C'est-à-dire que dans les services de la métropole, au-delà de ce que disait Madame Stel sur les stages dans les services, il y a parfois des initiatives dans certains services qui ne sont pas connues de façon transversale. Donc, j'aurais besoin d'une véritable cartographie et connaissance, ça me semble très important. Puis il y aurait peut-être besoin d'une réflexion par territoire. Pas que je pense qu'il faille laisser les jeunes sur leur territoire, mais je pense que quand on est bien enraciné, quand on connaît bien l'endroit d'où on vient, on peut pousser et grandir. Et ce serait pas mal d'avoir réfléchir sous forme d'écosystème local, en fait, de ce qui existe sur les territoires. Alors, je sors probablement complètement du sujet, mais ce que je voudrais dire, c'est aussi que la métropole, c'est pas que une institution aveugle et muette, qui met en place des dispositifs. C'est aussi, et depuis ce dernier mandat, c'est aussi une institution extrêmement politique. On a été élus sur un projet politique. Et donc, je porte cette voix-là de mon côté. Et je pense que la métropole ne peut pas se passer de dire on est là pour engager la transition écologique. On est persuadé qu'il y a des défis énormes qui nous attendent et il faut qu'on s'intègre sur cette transition. Donc, ça veut dire réfléchir à comment intégrer, enfin, comment vraiment porter les questions de développement durable, mobiliser les éco-délégués dans les collèges, tout ce qui se fait dans les collèges qui ont déjà un travail sur l'éco-responsabilité, aller chercher ces métiers. Il y a des collèges qui créent des AMAP. Qu'est-ce que ça représente comme métier? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle orientation ou quel engagement on peut avoir? Parce que le but, c'est pas seulement d'aller chercher un travail et un métier. Comme je crois que c'est encore Madame Figari, un métier, c'est plus pour la vie. Donc, ce qui est important, c'est de se former pour être capable de bouger dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme activité professionnelle, mais qu'est-ce qu'il y a aussi comme engagement? Et je pense que c'est intéressant aussi quand on réfléchit à engager la transition, de réfléchir à quel type d'entreprise. C'est pas seulement les emplois sur un territoire, mais c'est aussi de quel type de production on parle, de comment sont faites ces productions, hein, de quelle façon c'est produit, de quelle façon on produit, ouais. Et quelle est la gouvernance de l'entreprise? Je pense que c'est intéressant aussi de se poser ces questions de l'objet final, de la façon de le faire et puis de la gouvernance, des rôles et des enjeux de pouvoir. Et je pense que la métropole, elle a ce rôle-là aussi de poser un cadre, enfin une vision politique et d'emmener les acteurs sur ces questions. Sur le l'ESS, il y a déjà eu je ne sais pas exactement, je n'étais pas là tout à fait au début, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais au-delà de faire intervenir des entreprises et des associations, c'est vrai qu'elles créent de l'emploi, les associations, elles contribuent à la richesse des territoires de façon très forte, donc c'est important de les mettre dans la boucle. Il y a aussi un travail qui est envisagé là avec des SECPA, ces sections qui sont à l'intérieur des collèges et qui contribuent à l'apprentissage, pour voir comment on peut donner du sens à ce qui est fait, à ce qui est fabriqué par les jeunes. Donner du sens, ça voudrait dire aller chercher des entrepreneurs, des artisans et des artisanes pour leur demander de venir donner du sens à ce que les jeunes font. Ce n'est pas seulement un truc abstrait, un exercice théorique et scolaire, mais c'est quelque chose qui rebondit dans la vraie vie parce qu'il y a des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ont ce savoir-faire, qui l'utilisent et qui le transforment et qui le valorisent. Ça permettrait à la fois de valoriser ces jeunes et surtout de valoriser aussi ceux qui entreprennent sur le territoire, mais surtout de donner du sens à ces apprentissages, parce que je pense que c'est une des choses dont l'école souffre ou dont les jeunes souffrent, c'est cette recherche de sens. C'est tout l'intérêt de la réflexion que vous avez aujourd'hui et de l'ouverture de l'école et de l'ouverture de l'entreprise et comment les mondes se traversent. Et c'est comme ça, si on sait bien ce que chacun fait
et là où chacun veut aller et là où il ne veut pas aller, c'est-à-dire que le but de l'école, c'est quand même pas de former des ouvriers, mais de former des citoyens et des citoyennes complètement structurés quoi, et engagés. Si chacun sait bien donc là où l'autre veut aller et où il ne veut pas aller, on peut se traverser sans risquer de se perdre. Je pense que la métropole, elle a ce rôle-là, à la fois de faire émerger des initiatives sur le base de la transition écolo, de cartographier ce qui existe, enfin de cartographier, c'est peut-être un grand mot, enfin d'identifier ce qui existe, et de voir comment embarquer tout le monde vers ces quartiers apprenants, ces territoires apprenants. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Et du coup, peut-être en question, après, en creux, là, on a bien compris le rôle de la métropole de Lyon. Peut-être du coup, quel pourrait être le rôle, la place des entreprises sociales, de l'économie sociale et solidaire, dans ce lien à créer entre les jeunes et l'entreprendre en général, ou l'entreprendre ou le monde du travail en général pour vous? Alors, pour moi, avec la connaissance que j'ai de ce que la métropole a fait jusqu'à présent, ou avec la connaissance que j'ai de ce que sont les dispositifs d'orientation, on est quand même souvent dans la proposition aux jeunes, on s'adresse aux jeunes en les orientant vers des métiers plutôt voilà, bien repérés. Je pense que c'est important d'intégrer aussi les associations et l'économie sociale et solidaire pour les raisons que je vous ai dites. D'abord parce qu'elles créent, je pense à toutes ces associations qui créent de l'emploi. Alors, il y a toutes celles qui créent de l'emploi localement et qui en plus créent de l'engagement, créent de l'activité, créent du lien. Puis il y en a même qui créent de l'emploi ici, mais qui créent de l'emploi à l'international, qui portent des actions de développement à l'international, qui ont un vrai rôle de lutte contre la pauvreté et de création de prospérité un peu partout sur le territoire. Donc, elles ont elles sont parfois laissées de côté ou considérées comme des acteurs voilà, du vivre ensemble, et elles ne sont pas considérées comme des employeurs, ou trop peu souvent considérées comme des employeurs potentiels, alors qu'elles ont un vrai rôle à la fois effectif d'entrepreneuriat sur le territoire, et aussi elles ont un autre rapport au pouvoir, un autre rapport à la croissance, un autre rapport à la transition. Donc je pense qu'elles peuvent aussi accompagner dans leur structuration qui est complètement différente. L'entreprise, ce n'est pas seulement des gros bidules qui sont en CAC 40 et qui jouent en bourse. Et voilà, l'entreprise, ça peut être aussi une réflexion autour de la place des équipes, la place des salariés, qu'est-ce qu'on investit, comment, et la formation en fait à la démocratie, qu'est-ce que je peux voter dans mon entreprise et comment on répartit les richesses que l'entreprise produit. Merci beaucoup. Nicolas? Ok, Nicolas voulait prendre la parole. Oui, je vais réactiver mon micro. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Voilà, Nicolas Gauthier de Ronalpia. Donc, je vais relayer simplement les quelques questions qu'on a dans le chat. Donc, une question d'abord pour Véronique Morera. Est-ce que vous avez des solutions pour aider les entreprises sociales à lever les freins à l'accueil des stagiaires? Parce qu'on voit que on a Alexandre Baudou qui a une association qui aide les adolescents à préparer leur avenir en facilitant l'accès aux stages, aux missions bénévoles. Mais ce n'est pas facile pour les petites entreprises parce que ça demande du suivi, etc. Et donc, ce n'est pas facile de trouver un stage. Donc, est-ce que c'est parmi ces freins, donc est-ce que la métropole peut aider à lever ces freins-là? Je sèche un peu, hein, pour être franche, parce que la question que vous posez ou que pose Alexandre Baudou, elle est valable pour les entreprises sociales, mais elle est valable pour le monde de l'entreprise en général. Si c'est si difficile de trouver un stage en dehors de son réseau, donc si c'est si difficile de trouver un stage quand on n'a pas de réseau, parce que les entreprises, elles sont aussi, elles ne prennent pas le temps de les accueillir, les stagiaires. Un stage, un stage réussi, en tout cas un stage bien pensé, c'est l'accueil vraiment et l'accompagnement du jeune, c'est la découverte de l'entreprise, la découverte des différents métiers. Et l'obstacle que vous indiquez là, bah, c'est un obstacle qui est valable pour l'économie sociale et solidaire, mais aussi pour les entreprises
en dehors de ça. Je sache un peu, je pense qu'il faudrait accorder du temps, avoir une personne qui soit repérée comme accompagnatrice stagiaire. Ben, en même temps, la métropole de Lyon appuie en travaillant avec Gérard Montaf notamment, c'est une des réponses qui peut être voilà, qui est faite et là c'est une partie de la réponse peut-être, mais qui est une partie, voilà, et ça répond pas à tous les besoins de stage bien sûr Ouais, après, il y a une autre réponse, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je trouve que c'est pas inintéressant. Et ça, c'est lié à la crise, en fait, du Covid. Les entreprises ne prenaient plus de stagiaires, les jeunes ne trouvaient plus rien. Et donc, il y a des propositions alors, je vais avoir perdu l'intervenante qui a pris la métropole, mais elle va peut-être réagir, parce que je crois qu'elle était présente. Il y a d'autres propositions, c'est d'imaginer des stages en groupe et d'autres qui peuvent se passer aussi par visioconférence. Parce qu'après tout, les stages individuels, c'est pas forcément extrêmement profitable, c'est relativement court, le jeune est seul, il a un tel déficit culturel sur ce que peut être l'entreprise, il y a tellement de choses à apprendre, je veux dire qu'en une semaine, c'est un peu compliqué. Alors qu'un stage où on est plusieurs, finalement, ben, on s'enrichit des questions et des étonnements des autres. Et on peut, je pense que ça peut être très profitable. Et donc ça, c'est une façon aussi pour les entreprises en général, quel que soit leur statut, d'accueillir, voilà, d'avoir une seule personne dédiée, d'accueillir des groupes de stagiaires qui soient un peu plus importants. Et du coup, ça demande moins de temps et moins de disponibilité. Et on peut même imaginer une mutualisation de plusieurs entreprises. Ça, c'est pas forcément plus intéressant quand c'est individuel. Le collectif, c'est bien. Marion, tu voulais répondre aussi? Merci beaucoup, Marion. Oui, je voulais réagir voilà, sur la question du stage individuel et du stage collectif. En fait, ça dépend pour quel public et dans quel objectif, je pense, qu'est-ce qu'on a en tête en termes d'apport du stage de troisième. À Gérard Montaf, le stage, c'est un stage de découverte du monde d'entreprise. Pour nous, notre vision, c'est la découverte du monde de l'entreprise par les élèves, mais c'est aussi et surtout, notamment, le début du réseau professionnel des élèves, le réseau professionnel, les contacts, les réseaux étant vraiment une clé parfois de l'insertion professionnelle, de la prise de confiance en soi et de la construction du projet d'orientation. À Gérard Montaf, on a constaté depuis plusieurs années que le lien entre un élève et un tuteur, qui est un lien individuel, souvent privilégié, il se noue dans le cadre d'un stage individualisé ou avec un binôme de tuteurs et un binôme d'élèves et un tuteur. Et parfois, ce lien, il se prolonge plus loin, dans d'autres stages, d'autres alternances après la troisième. Dans notre cas, je parle comme voilà. Alors que c'est vraiment cette dimension égalité des chances qui nous fait avoir ce positionnement sur le stage individualisé. Et d'ailleurs, on l'applique ça à une recherche on a un programme qui s'appelle Viens voir mon taf écologique et solidaire en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment dans le territoire de la métropole de Lyon. On s'appuie sur Rhône-Alpia, des réseaux de l'économie sociale et solidaire comme la chaire du master économie sociale et solidaire de Lyon 2 et Anciela. Et on a du coup réussi à lever des offres de stage pour faire découvrir les coopératives, les CAE, les plus petites structures qui représentent la diversité de la transition écologique à ces élèves dans un cadre un peu privilégié pour ouvrir les horizons. Voilà. Souvent d'ailleurs, je voudrais juste conclure en disant que souvent les structures de l'ESS et la transition écologique avec qui on est en lien à Lyon, c'est des structures où il y a, ils ne sont pas 50 salariés non plus, c'est des plus petites structures et donc elles peuvent accueillir au max en même temps 2 élèves dans leurs locaux, en termes de capacité, 2, 3 élèves d'un coup, mais pas beaucoup plus. Merci beaucoup, Marion, pour ces éléments de réponse. Nicolas, il y avait une autre question. Comme vous l'avez compris, on est passé de manière assez impromptue, sans transition. Au moment des questions, en fait, il est 18h49. On laissera un dernier mot de conclusion à chacun des participants, des intervenants après. Mais voilà, si vous avez des questions à poser, et si ça va aussi aux intervenants, je vous propose qu'on prenne 2-3 questions parce que sinon,
Voilà, ça serait moi. Autant que les personnes qui sont là, qui écoutent depuis tout à l'heure, puissent participer un peu. Voilà, donc Donc, vous pouvez poser dans le chat si vous voulez. Ouais. ouais, c'est une question de Isabelle de Essentiel. Donc, il y a également une entreprise sociale qui a été implantée et accompagnée par Ronalpia pour cela. Donc, la question s'adresse aux 3 projets qui ont témoigné. Est-ce que vous avez un agrément d'éducation nationale? Quel est votre modèle économique pour fonctionner comme association entre l'éducation nationale et les entreprises? Voilà, Essentiel. Donc, au passage, développe un projet sur les compétences psychosociales et son modèle économique, du coup, est complexe. Essentiel, pour mémoire, donc, accompagne des jeunes filles qui sont issues de quartiers prioritaires, justement, aussi également à à l'insertion. Donc, alors peut-être Timothée peut répondre d'abord. Oui. Alors, le modèle économique de l'association Proxité, pardon, il est qu'on a des financements issus du privé, donc à peu près 75%. Pourquoi? Parce que finalement, le fait d'avoir des parrains-marraines qui sont actifs dans le monde du travail nous a permis d'ouvrir des portes, en tout cas auprès d'entreprises ou de fondations d'entreprises. Voilà, donc c'est comme ça que, en tout cas, le modèle économique de l'association s'est construit au fil des ans. Bien. Marion? Oui. Alors, nous, c'est un peu comme, enfin, pour des raisons différentes, mais nous, effectivement, au plan national, l'économique de Viendra mon taf, c'est à 70% des fondations privées, soit fondations privées, enfin, des histoires un peu seules, soit rattachées à des plus grandes entreprises, et on bénéficie du soutien d'acteurs, d'institutions publiques à hauteur de 30 à 40% en fonction des territoires. Voilà, c'est un modèle. Voilà. Le modèle économique est pour ce qui est de l'agrément éducation nationale, parce que je ne veux pas éluder la question. Nous, on y travaille. Enfin, l'agrément éducation nationale, on souhaite l'obtenir de manière territorialisée. Et étant donné que Viendra mon taf s'est implanté à Lyon il y a 7 mois, on ne peut pas revendiquer avoir déjà un agrément éducation nationale, mais on espère pouvoir y postuler voilà, au terme de la première année ou deuxième année d'action, en vue des actions qu'on mène sur le terrain, en fait, au sein des collèges, auprès des acteurs de l'éducation. Merci. Donc, Angélique, quel est votre modèle économique et est-ce que vous avez un agrément de l'éducation nationale? Alors, première réponse par rapport à la question de l'éducation nationale, nous n'intervenons pas dans les établissements scolaires et sur le temps scolaire. Donc, cette question ne s'applique pas à notre activité. Néanmoins, les activités que l'on développe, comme le Festival de l'Apprendre, sont construites en partenariat avec l'éducation nationale et c'est la 4e fois qu'on fait un événement annuel. Et à chaque fois, on bénéficie du haut patronage du ministère de l'Éducation nationale. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le positionnement de notre activité. On n'est pas à côté on n'est pas une solution alternative aux politiques publiques éducatives. On a vraiment envie de construire avec. Donc, c'est aussi dans ce sens-là qu'on va chercher le partenariat avec les institutions. Le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale, il se traduit notamment cette année par la participation de techniciens du ministère, de la DGESCO, de la direction du numérique éducatif et une allocution du ministre de l'Éducation nationale sur différents temps de conférences et tables rondes. Et de la même manière, les enseignants une partie des enseignants évidemment, vont pouvoir intervenir pour partager ce qu'ils font dans leur classe, dans le temps scolaire, avec leurs élèves. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, de montrer qu'il y a de l'innovation publique dans l'éducation nationale, qu'il y a énormément d'acteurs qui sont engagés pour ça. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie, concernant le modèle économique de notre structure, on a beaucoup travaillé sur ces questions de manière à la fois
créer des partenariats et notamment des partenariats financiers avec toute la diversité d'acteurs qui composent la communauté de la Maison de l'Apprendre. Et donc, on est et aussi une certaine indépendance. Donc, on a un modèle économique qui se compose de financement public, de financement lié à du mécénat privé, mais aussi une partie de ressources liées à de l'autofinancement et des prestations de services qu'on peut assurer auprès d'acteurs du territoire, parce que les programmes et notamment d'accompagnement, de dynamique de communauté apprenante sont aussi des enjeux pour les organisations professionnelles ou pour l'enseignement supérieur. Et à partir du moment où une organisation a la capacité de financer, c'est un peu le principe du café suspendu. Ça nous permet aussi de mettre à disposition du temps homme pour accompagner des acteurs qui, eux, n'auraient pas les moyens de le financer en propre. Donc, si je prends l'exemple du Festival de l'Apprendre, toute l'organisation, toute l'animation et la participation des différents festivaliers, si on peut les appeler comme ça, est absolument bénévole et gratuite.